Bonsoir tout le monde, mon nom est Stéphane Lavallée, je suis directeur du bureau de reconstruction. Il me fait plaisir de participer à l'animation de cette partie de l'Assemblée, en fait l'Assemblée publique de consultation sur le secteur résidentiel du centre-ville. En fait, on va avoir une soirée qui se déroule en deux temps, deux volets. D'abord, la présentation par l'architecte Jérôme Lapierre de l'atelier Pierre Thibault de l'implantation des bâtiments prévus dans le secteur et des orientations architecturales qui ont été retenues et qui sont proposées ce soir. On pourra faire une période de questions sur ce volet spécifique avant de passer au deuxième volet où Jean-François Brisson, directeur de l'urbanisme à la ville de Lac-Mégantic, va venir nous présenter les aspects réglementaires qui encadrent le développement de ce secteur et on aura une période de questions spécifiques aussi sur ce volet. Dans la première partie, on va faire le survol de ce document qui s'appelle « Objectifs et critères secteur résidentiel du centre-ville ». Nous avons quelques exemplaires imprimés. Vous pouvez aussi consulter une version numérique sur le web, sur le site de la ville de Lac-Mégantic, sur le site du bureau de reconstruction de Lac-Mégantic. Et il y a des copies physiques, en fait, disponibles au greffe, au service du greffe ici à l'étage, au rez-de-chaussée, en fait, qui sont disponibles en tout temps, toujours de la semaine, en fait, du lundi au vendredi. Pourquoi, en fait, la ville a pris le leadership du développement de ce secteur-là? Essentiellement pour deux grandes raisons. Il y avait beaucoup d'intérêt depuis plusieurs mois pour le secteur, mais il y avait de la part des citoyens intéressés, des promoteurs intéressés, une question qui revenait souvent, et à juste titre, qu'est-ce que la ville privilégie en termes de développement pour ce secteur-là? Quelles sont les attentes au point de vue de l'architecture, au point de vue de l'aménagement urbain, compte tenu que dans toute la démarche, en fait, de reconstruction, on a toujours dit qu'on privilégiait une approche de développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire, développement durable, dans ce cadre-là? Qu'est-ce que ça veut dire, la construction durable? Et toujours est-il qu'au fil des semaines et des mois, on a bien vu qu'il serait beaucoup plus simple pour tout le monde et beaucoup plus rassurant, en fait, à la fois pour les citoyens promoteurs que pour la ville dans son ensemble, en fait, l'ensemble de la communauté, que la ville prenne un certain leadership et définisse, en fait, les grandes orientations architecturales du secteur pour donner des balises plus claires aux citoyens, aux promoteurs intéressés par le développement de ce secteur-là. Évidemment, il y a une deuxième grande raison, ça nous assure beaucoup de cohérence dans le développement du secteur. Ça assure d'avoir de l'harmonie dans le secteur, d'optimiser aussi la valeur résidentielle. Pourquoi avons-nous travaillé avec l'atelier Pierre Thibault de Québec? Nous avons fait un appel de proposition à des firmes d'architecture du Québec lorsque nous avons lancé le processus et nous avons eu 5 propositions. Une a été jugée non conforme, donc nous avons étudié en comité de sélection les 4 propositions jugées conformes. 2 se sont particulièrement démarquées par leur qualité et à la fin, le prix a tranché en faveur de l'atelier Pierre Thibault. Donc une bonne conjugaison d'un prix attrayant et d'une grande qualité de proposition. Comment nous avons travaillé ensuite cette proposition? C'est essentiellement un travail qui s'est fait entre les élus, les gens de la firme, en fait, de l'atelier Pierre Thibault, la direction générale et le bureau de reconstruction. Il y a eu plusieurs sessions de travail, au moins 4 sessions majeures de travail autour de la proposition, où à chaque fois, évidemment, on questionnait, requestionnait, retravaillait, et ça donne à la fin un plan qu'on est fiers de vous présenter ce soir. De quel secteur parle-t-on? Quand on voit le plan d'aménagement du centre-ville, on voit souvent cette carte-ci, et le secteur dont on parle, c'est celui-là. En fait, il est délimité par la rue Frontenac, la rue Thibaudeau, le boulevard des Vétérans et le futur espace vert à l'entrée nord de la rue Frontenac. C'est un secteur où on vise une certaine densité d'habitation. Quand on parle de développement durable, on n'est pas nécessairement dans les grands espaces individuels avec beaucoup de terrain. On peut y être, c'est pas incompatible avec du développement durable, mais dans ce cas-ci, dans le cadre du centre-ville, on cherchait un peu plus de densité. Donc, vous allez voir un plan d'implantation des bâtiments où, évidemment, on a des terrains peut-être plus restreints qui correspondent à certains besoins exprimés par certains citoyens qui, rendus à ce stade de leur vie, plus ou moins avancés, ça dépend des choix personnels, désirent ce genre d'environnement-là. Il faut dire qu'on est dans un espace qui a une très grande valeur, c'est-à-dire qu'il offre des points de vue exceptionnels au cœur de la ville. Alors, je vais laisser M. Lapierre de l'atelier Pierre Thibault vous présenter la partie qui concerne spécifiquement l'implantation et les esquisses
ou les orientations architecturales. On aura une période de questions sur ce volet avant de passer au deuxième. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour présenter, je dirais, l'achèvement de ce processus qui nous tenait à cœur. On voulait en fait participer à cette reconstruction parce qu'on croyait aussi avoir, je dirais, le potentiel pour faire ce plan, ces lignes guides. Et aussi parce qu'on apprécie beaucoup la région et aussi la tragédie nous a beaucoup touchés. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte qu'on a mis beaucoup d'efforts. Je dirais que le document qu'on voit aujourd'hui est très représentatif aussi de ces efforts-là qui ont été mis, même au-delà, je dirais même, de nos propres attentes. Donc, il me fait plaisir de vous le présenter. Et on est très fiers aussi de participer à ce processus-là qui, je dirais, est assez unique au Québec. Parce que pour avoir travaillé à l'étranger et avoir travaillé sur des projets un peu partout dans le monde, c'est un processus qu'on voit souvent. Mais au Québec, on le met, je dirais, moins en valeur, mais ici, il est mis en valeur. Donc, c'est tout à votre avantage en tant que citoyen de Lac-Mégantic. Donc, on a travaillé, je dirais, en concert avec la Ville, avec les élus, avec les gens ici à la Ville pour créer un environnement agréable pour vous, pour tous. Et ça s'est fait à l'aide de workshops, donc d'ateliers de travail, où est-ce qu'on brainstormait, où est-ce qu'on présentait différentes stratégies qui sont utilisées un peu partout ailleurs, des stratégies qui s'appliquent très bien ici au contexte québécois. Et ça nous a permis en fait de mettre les qualités sur certains projets, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on souhaitait pour Lac-Mégantic. Et entre autres, ça s'est fait par différents modes de création. Et ça s'est avéré que par la consultation publique qui a été faite auparavant pour définir ce qu'on voulait de la reconstruction, les attentes aussi entre nous dans ces ateliers de workshop-là concordaient extrêmement bien avec ce qui avait été suggéré avant. Donc, pour vous mettre vous aussi un peu dans le bain, je vous présente un peu les projets sur lesquels on a brainstormé, sur lesquels on trouvait qu'il y avait des qualités très intéressantes qu'on voulait intégrer ou bien harmoniser avec le projet présent. Donc ça, c'est un projet où est-ce que c'est des maisons arrangées. Donc, c'est une typologie d'habitation qui est un peu plus dense qu'une maison individuelle. Et on voit une certaine mitoyenneté. Donc, la mitoyenneté se fait à partir du garage. C'est assez intelligent parce que le garage, c'est un espace qui est non chauffé. On en profite pour faire un étage de terrasse au-dessus du garage. Donc, c'est assez intelligent parce que ça permet de s'élever, d'avoir des vues. Et aussi, ça permet de faire, je dirais, la jonction entre chacune des habitations. Donc, le mur mitoyen qu'on connaît, bien, finalement, il est créé par un espace extérieur. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et on voit, en fait, je dirais ici, aussi toutes les qualités de pouvoir s'élever et d'aller chercher la lumière, surtout en ville. C'est un autre projet ici qui est à Londres, qui montre une certaine densité, où est-ce qu'encore une fois, l'espace garage permet de faire la mitoyenneté entre les deux habitations, permet de s'élever, il y a une entrée qui est extérieure, donc ça c'est assez intéressant. Et quand on voit ce projet-là en couple, donc ça permet de voir la devanture qui est ici, l'arrière au milieu et la devanture de l'autre côté, donc de l'autre rue. Il y a une interaction qui est assez intéressante entre le garage qui est extérieur, la terrasse, ça permet de s'élever, on a un point de vue, on est en contact avec un arbre, on a un milieu de vie intéressant ici comme cour arrière, mais ça reste qu'il y a des zones privées, donc c'est assez intéressant. Et il y a des zones aussi qui sont communes, qui permettent l'appropriation des espaces. Donc, comme on a un terrain qui peut être un peu plus petit qu'ailleurs, un peu plus loin, où ça permet d'avoir des zones de rencontre, des lieux de rencontre. Et ces lieux de rencontre-là sont publics et ajoutent beaucoup en termes de qualité de vie, en termes de qualité de quartier. Et je tirerai aussi votre attention sur ce quartier-là ici, qui est à Malmö, qui est en Suède. C'est un quartier qui est au bord de la mer, donc qui a une grande richesse, qui est l'eau. Et on voit qu'il y a des aménagements publics qui sont en lien avec l'eau. Mais ce que je veux vous montrer, en fait, c'est une stratégie qui est assez intéressante. C'est un projet, je dirais, modèle en termes de développement de quartier, à une toute autre échelle de celui-ci. Mais quand même, il y a des qualités que j'aimerais pointer. Donc, au lieu d'avoir
un grid ou une grille qui est assez orthogonale, si vous me permettez l'expression, juste de venir shaker un peu le grid, ça permet en fait d'avoir des qualités dans les interespaces, dans les micro-espaces ici, et ça permet de créer des rues qui sont parfois piétonnes, parfois partagées, parfois juste véhiculaires, et il y a une certaine variété, une certaine différence en chaque rue, donc ça permet, je dirais, aussi des îlots qui sont plutôt très très droits, qui sont un peu orientés, un peu anglais, mais quand même, ça permet, constructivement, c'est très simple, ça reste un carré, mais qui est juste un peu anglais. Donc, à vue aérienne, c'est ce que ça donne. On reconnaît aussi les carrés ici, comme ça, mais qui sont juste un peu tournés. Ça crée des rues à l'échelle du piéton. Ça, c'est toujours important de se remettre dans la lunette du piéton. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de ça? Et ça crée des rues qui sont partagées, où est-ce que vélo, piétons, véhicules, enfants, tout le monde, en fait, poussette peut cohabiter ensemble tout en étant confortable. Et il y a une variété aussi de styles architecturaux qui créent, je dirais, une séquence, une variante qu'on veut avoir. Et aussi des petites ruelles comme ça qui sont piétonnes, qui permettent de traverser l'îlot en question. Et il y a une chose aussi sur laquelle on a mis beaucoup d'attention, c'est les seuils. Qu'est-ce qu'un seuil? Bien, ça permet en fait de gérer les intimités entre le public et le privé. Donc, ça peut prendre forme de n'importe quelle façon. Ça peut être une clôture, ça peut être des marches, ça peut être juste de changer de texture au sol, changer de couleur, etc. Donc, ce projet-là, c'est un peu ça qu'on voit. Il y a l'allée ici qui est à la fois piétonne et véhiculaire. La portion jaune, c'est au même niveau, mais on sent qu'on est ailleurs. On peut y aller, mais on sent qu'on s'en vient un peu plus vers le privé. On monte les escaliers pour arriver au plateau de terrasse. Donc là, on sent qu'on est dans l'espace privé. Puis on rentre à l'intérieur. Donc, cette succession-là de seuils, on l'a travaillé beaucoup. On va vous le présenter aujourd'hui. Donc, ça m'amène à vous présenter le document sur lequel on aboutit. Donc, je vais passer vite sur certaines sections qui sont peut-être plus d'introduction, parce que mais je pense que c'est important quand même de mentionner la vision, qui était de créer un milieu de vie animé qui est à échelle humaine et qui est aussi générateur d'activités économiques et communautaires. Donc, on veut créer un cadre de vie qui est durable, un cadre de vie qui est agréable pour tous, un milieu de vie pour tous. Donc, c'est le plan de reconstruction. On s'intéresse, comme Stéphane Lavallée l'a mentionné, à cette parcelle-là. Donc, il y a 5 principes, je dirais, de succès dans les développements de nouveaux quartiers. Il y en a, en fait, je dirais, les 5 problèmes communs qu'on voit, c'est des développements qui sont axés beaucoup sur l'individualité. Donc, qui sont introvertis, des développements où est-ce que c'est monofonctionnel, donc c'est uniquement un seul usage. Aussi, c'est des développements où est-ce qu'il manque un peu d'unité architecturale due à la standardisation des matériaux, etc. Donc, et aussi manque de progression entre le domaine public et privé, ce qui est les seuils, comme j'expliquais. Donc, dans les 5 principes de succès de développement, c'est de créer en fait un développement qui encourage la mixité. Donc, l'habitation, des commerces, des logements, une variété aussi de typologies d'habitation, c'est-à-dire maisons de ville, appartements, etc. Donc, différentes façons d'habiter. Aussi, une création d'espaces qui sont riches collectivement, donc concrètement qui sont à travers les espaces publics, et aussi qui ont une certaine cohérence. Et c'est pourquoi on a donné les règles pour que les quartiers aient une certaine cohérence, mais qu'il y ait assez de diversité tout de même. Donc, si on y va en termes d'échelle, le plan de la parcelle qu'on vous suggère aujourd'hui, c'est un plan, en fait, où est-ce que je vais pointer ici, le parc des vétérans est juste en avant ici, il y a la rue Thibodeau sur le côté, et la rue Frontenac devant. Il y a le parc qui est sur le côté, qui est le futur parc, l'espace vert. Donc, par la création d'une rue ici qui était existante, on a travaillé pour permettre des habitations majoritairement jumelées, des maisons en rangée, et qui permettent un ensoleillement, je dirais, maximal. Vraiment pour tout le monde, pour toutes les parcelles qui sont là. Et il intègre aussi une succession de seuils, une succession de rues, puis une variété d'expériences collectives, je dirais. Aussi, ce qui nous a amené à développer cette typologie de maisons en rangée-là, c'est qu'il y a là les qualités, je dirais, de l'échelle collective, donc toutes les qualités, mais aussi les bénéfices de la maison individuelle.
Donc, ça jumelle les deux, c'est vraiment le parfait, je dirais, accord entre les deux mondes. Donc, comme je le disais, c'est un lotissement qu'on a créé vraiment en fonction de la luminosité. Donc, le sud est ici, et comme ça, l'est est là le matin. Donc, le matin, le soleil arrive, se transporte toute la journée, puis le soir, va se coucher. Donc, tout le monde bénéficie très bien de la lumière. C'est un développement qui est en 3 bandes résidentielles et une commerciale ou mixte, je dirais, parce qu'il y a des appartements à l'étage. Ce qu'on a voulu faire, parce qu'ici, on a 3 richesses. On a les montagnes, on a le lac et on a le parc. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est y mettre en valeur ces 3 aspects-là naturels. Et toutes les habitations sont orientées vers le lac. Pour mettre ça en valeur, vers les montagnes, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est que le parc latéral puisse rentrer tranquillement à l'intérieur de la parcelle, pardon. Et aussi, en termes de gestion d'intimité, comme vous avez vu dans la coupe que je vous ai montrée, les devants font face au devant, puis les derrière font face au derrière. Donc, en termes d'intimité, c'est pas mal, parce que les façades font face à face et les derrière font face à face aussi. Comme on veut une variété aussi de rues, une variété d'échelles, mais c'est important de traiter ces rues-là et les définir. Donc, il y a le boulevard des vétérans, donc je pense que c'est intéressant de voir comment l'habitation est en contact aussi avec le parc. Sur la rue Frontenac, même chose, donc l'espace commerce au rez-de-chaussée de proximité avec des logements aux étages, tout ça en lien avec la rue. Et au-delà de 3 étages, on perd un peu la relation avec le trottoir, avec la rue, avec la vie. Mais, donc nous, on est à 3 étages maximum, donc on entretient cette échelle humaine-là qu'on souhaite toujours conserver. Ensuite, il y a la rue du Rond-Point, qui est la rue qui donne accès au développement. Donc, on voit un peu comment ça s'articule avec les façades de chaque côté. Et la rue pavée résidentielle qui donne accès à quelques maisons. Donc, cette rue-là a une vocation un peu plus privée, un peu plus résidentielle. Donc, le pavé au sol va changer. Ça va être un pavé qui a une texture beaucoup plus, je dirais, à échelle résidentielle, un pavé alvéolé ou un pavé, un dallage, là, bref. Et on voit aussi la dynamique qui se passe entre les façades. En termes de stationnement, il y a une portion qui est stationnement public pour la portion de commerce, donc qui est au centre, et il y a une portion de stationnement privé qui est de chaque côté pour les commerces sur la rue Frontenac. Chaque résidence va avoir la possibilité d'avoir jusqu'à 4 stationnements, tout dépendant de la fonctionnalité qu'ils vont faire avec l'espace qui est en gris, en tout cas que vous voyez sur le plan. Il y a aussi des espaces communs. Donc, il y a une servitude au Québec qu'on doit conserver en électricité. C'est une servitude qu'on peut aménager, mais je dirais sous terre, c'est Hydro-Québec qui l'occupe. Donc, c'est un point qui peut être encore discuté, mais en fait, nous, ce qu'on suggère, c'est que ce soit une ruelle qui traverse la parcelle pour justement créer ce lieu de rencontre-là pour avoir un milieu de vie qui est dynamique et stimulant. Donc, cette ruelle-là pourrait relier le rond-point jusqu'à la rue, jusqu'au boulevard des vétérans. Et on voit peut-être la possibilité que les gens peuvent s'asseoir, des bancs, pergolas, etc. Donc, c'est ce qu'on suggère, mais ça pourrait être complètement en vert aussi. C'est un espace qui est à la discrétion des habitants qui vont être là. Ensuite, la ruelle piétonne. Donc, à l'arrière des résidences, il y a l'opportunité où est-ce qu'il va y avoir une petite ruelle qui donne accès à toutes les arrière-cours. Donc, cette ruelle-là serait uniquement privée, bien entendu. Alors voilà. Si on rentre concrètement dans la zone résidentielle et sur les objectifs et critères architecturaux, comme je vous disais, c'est une typologie de maison jumelée, maison arrangée. Donc, en termes de forme et gabarit, c'est assez intéressant parce qu'il y a le volume sur 2 niveaux et il y a l'espace mitoyen, comme j'expliquais, entre les maisons, qui peut être un espace de stationnement, ça peut être un espace de vie, à l'étage, un espace terrasse. Et on voit comment ça s'articule dans le plan, comme ça ici. Donc, c'est une suggestion, en fait, d'image 3D qui pourrait, comment pourrait s'articuler le projet, donc avec les variations de toile, variations de matériaux. Aussi, cette mitoyenneté-là que je parlerai un peu plus tard, permet d'avoir, non pas une longue façade qui est un peu qui est peu intéressante, mais permet d'avoir, je dirais, une certaine volumétrie qui
donne aussi l'opportunité d'amener beaucoup de lumière à travers chacune des unités. Donc, les jeux de toiture, comme je l'expliquais, principalement des toitures à toit plat et sinon à une pente. Et cette pente-là, il y a un degré qui est indiqué. Et cette pente-là aussi tient compte de l'ensoleillement, de l'angle du soleil, pour la faire amener le soleil à l'intérieur, comme on voit ici, à l'intérieur de la terrasse, comme ça ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, le voisin ne cache pas la lumière de la terrasse à l'étage de l'autre. Et en termes de mitoyenneté, comme je l'expliquais, il y a un abri couvert ici. Donc, ça pourrait être le fameux carport qu'on appelle ici au Québec, où est-ce que c'est juste ouvert, c'est extérieur. À l'étage, on a une terrasse. L'autre option, c'est de faire un garage à un étage, mais avec une entrée latérale juste ici. Et l'autre option, ce serait de faire un garage double, par exemple, ou un espace de vie complètement. Donc, en termes de gestion d'intimité, c'est un peu comme j'expliquais tout à l'heure, les façades se font face. En termes de traitement au sol, c'est assez important. Donc, cette rue pavée-là, comme j'expliquais, donne vraiment une autre sensation de caractère beaucoup plus résidentiel. En termes d'alignement, on souhaite que toutes les façades soient alignées et il y a un retrait qui est permis pour la portion mitoyenne, donc pour le garage ou pour l'espace de vie qui est juste de côté. On a établi aussi les normes ou les dimensions de retrait qui sont possibles. Et il y a des traitements aussi qui sont faits sur les façades qui vont donner sur le parc, parce qu'on ne veut pas que la façade sur le parc soit des façades secondaires, on veut qu'elles soient traitées, qu'elles soient fenestrées, qu'elles soient, je dirais, en lien avec l'espace public. Donc, c'est une élévation de rue typique, par exemple, où est-ce qu'il y a un mélange de toit en pente, toit plat, de garage double, un garage simple avec une porte d'entrée. Même chose ici, où est-ce qu'il y a le carport, comme je l'ai dit si bien. Donc voilà. Et il y a le parc ici, latéral, qui est l'espace vert. Donc, ça donne une idée. Et on parle de densité qui est un petit peu plus élevée, mais ce n'est pas une densité qui est choquante. Je pense aussi qu'il faut percevoir la densité de façon différente que juste négativement. La densité, quand elle est bien traitée, qu'elle est bien gérée, ça peut être très agréable, comme dans ce qu'on suggère ici. Il y a des matériaux aussi qui sont suggérés, par exemple la brique, le bois, le métal, et pour les garde-corps, verre, bois, métal, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Et en termes de pavage, on suggère beaucoup des pavés alvéolés pour les entrées de voitures. Donc, par exemple, on a l'impression, c'est comme de l'interbloc, comme on connaît, mais le gazon permet de pousser au travers. Et en termes d'écoulement d'eau, c'est très bien, donc ça percole tout de suite dans le sol. Et aussi en termes de visuel de rue, bien, on voit pratiquement une surface de gazon complète. On ne perçoit pas où est-ce que devrait être l'asphalte, généralement. Mais sinon, il y a des dallages, des pavages qui sont aussi encouragés. Et pour la zone mixte, donc on se déplace plus sur la rue Frontenac maintenant. Il y a un espace de rez-de-chaussée qui va être accordé aux services de proximité, au commerce de petite taille, qui pourrait aussi être transformé et aménagé. On pourrait prendre un double local, à un moment donné, on le sépare en deux, ça fait deux locaux. Donc il y a cette polyvalence-là qui est permise. Comme on le voit ici sur la coupe, donc un rez-de-chaussée qui est un peu plus public et des niveaux de logement aux étages. On souhaite que ce rez-de-chaussée-là soit complètement fenestré parce qu'on souhaite qu'il soit en interaction avec le trottoir, en interaction avec l'espace public, qui permettent le lèche-vitrine, qui permettent en fait cette interaction-là avec la rue, que ce soit un café, qui permettent en fait cette connexion-là. Et aux étages, c'est les habitations. Et on a déterminé aussi une profondeur de logement qui est agréable pour avoir des logements qui sont traversants. Donc, traversant, ce qui veut dire des fenêtres en avant et en arrière. On peut ventiler aussi très facilement le logement naturellement en ouvrant les fenêtres. Donc, c'est la plus grande qualité de logement qui existe, comparativement avec un corridor commun qui donne accès au logement sur une façade seulement. Et donc voilà. En termes de perméabilité, donc ici, on est sur la rue Frontenac, on tourne sur la rue Thibodaux comme ça, pour vous situer. Donc, il y a quelques accès pour monter au logement aux étages, mais sinon, c'est les commerces qui sont au rez-de-chaussée. Il y a le stationnement qui est derrière, et il y a des percements à travers, je dirais, ce bâtiment-là, pour permettre à ce que ça soit fluide, de passer d'en avant à l'arrière, et de ne pas avoir l'impression non plus de longer une longue façade qui est ennuyante.
Donc c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu découper le bâtiment. Et donc voilà. En termes de gabarit, ça, je l'ai expliqué. Les accès au logement aussi. Profondeur. Donc, les logements traversants, comme j'expliquais, c'est un logement qui peut profiter de la façade avant et de la façade arrière. Façade arrière, où est-ce qu'on pourrait imaginer un très long balcon qui fait toute la façade du logement, qui donne vue sur le lac, sur les montagnes. Donc, en termes de qualité, c'est assez intéressant. Mais aussi des balcons qui sont sur la rue Frontenac pour permettre une interaction, pour permettre aussi un jeu de volume, un jeu d'ombrage sur la façade qui est assez intéressant. Aussi, il y a un retrait qui est exigé par rapport à la ligne de l'eau qui est minime, mais ce qu'on a voulu travailler avec les rez-de-chaussée, c'est des alcôves, comme à l'image des anciennes rues commerçantes, où est-ce qu'il y avait des alcôves qui permettaient de faire ce lèche-vitrine-là qui est assez intéressant. Et ça permet de voir en diagonale, quand on marche aussi comme piéton, voir en diagonale ce qui se passe dans les vitrines. C'est assez attrayant aussi, ça nous accompagne tout le long de notre marche. Donc ces alcôves-là, on voit les entrées seraient dans le petit trou, le petit enfoncé que ça fait. On est protégé de la pluie lorsqu'on sort, etc. Donc il y a plein de qualités à ce niveau-là aussi à lesquelles on a réfléchi. Et en termes de surface au sol, ce qu'on aimerait, c'est que par exemple le trottoir public soit un certain dallage. Et là, où est-ce qu'on change de zone? On s'approche des commerces, on change de texture pour justement, comme je vous ai montré, en fait, gérer le seuil entre le public et le privé. Donc, c'est une question de seuil. Et on arrive dans l'alcôve, on change de couleur, peut-être de matériaux, donc pour avoir une diversité matérielle qui est assez intéressante et qui est assez riche en termes d'expérience aussi. Et en termes de façade, ce qu'on a voulu faire, c'est les diviser le plus possible en des petites façades, non seulement aussi pour donner un certain rythme, pour briser l'effet long bâtiment, parce qu'on ne veut pas d'avoir un long bâtiment, on préfère avoir des petits bâtiments qui font aussi écho à la rue Frontenac comme elle était avant. Et donc, façade mince et petite. Les balcons qui permettent de créer de l'ombre sur la façade et donc une certaine texture, parce que la lumière, c'est une texture en soi. Et aussi, en termes d'ornementation, travailler les frises de bâtiments, c'est-à-dire le couronnement à la tête des bâtiments, avec un jeu de briques, un jeu de texture. Donc, mais assez, je dirais, minimal, mais qui rappelle, je dirais, le passé, qui rappelle, je dirais, toute l'ornementation qu'on pouvait retrouver à l'époque, mais tout en le faisant aujourd'hui, à notre époque, en 2016. Donc, c'est un exemple de façade de rue sur la rue Frontenac qui montre tous les principes. On donne aussi toutes les règles, un rappel de tout ce qu'on a vu dans les pages précédentes pour y arriver. Des balcons qui sont en surplomb, des jeux de lumière, les balcons, les jeux de texture que ça crée, l'ornementation à la tête des bâtiments, les percements aussi, les petites façades minces, et on change de matérialité. Donc, aussi, ça permet ce jeu de façade. Alors, voilà. Et en termes de matérialité, c'est un peu comme la zone résidentielle, parce qu'on veut traiter ce tout-là comme une parcelle qui est assez cohérente. Donc, briques, bois, métal, et pareil pour le jeu de texture au sol, qu'il ne faut pas négliger. Alors, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un résumé des lignes directrices. Donc, pour les promoteurs, pour, je dirais, les clients, les futurs propriétaires, c'est assez simple. Ça donne un résumé sur quoi il faut porter attention lorsqu'on fait le document, lorsqu'on fait le projet, qui reprend toutes les lignes directrices du document. Donc, c'est-à-dire un document, un lotissement qui est en bande, 3 bandes résidentielles, où est-ce qu'il y a une typologie de maison en rangée, une maison jumelée, avec une mitoyenneté qui est assez flexible, qui prend compte de l'ensoleillement, permet d'avoir beaucoup d'espace extérieur, d'espace public, très riche en termes de texture. Harmonie des matériaux, parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit n'importe quoi, on veut une certaine harmonie, une certaine cohérence. Expérience piétonne qui est agréable. Des façades, des petites façades et des alcôves pour faire écho au passé. Et finalement, sentir que le parc entre dans la parcelle. Alors voilà, ça résume assez simplement les lignes directrices. Merci beaucoup, Jérôme. En fait, il y a eu quelques versions. Je voulais juste préciser, quand on parle de commerce, la proposition qui est sur la table présentement pour la partie mixte qui donne sur la rue Frontenac, ce sont des commerces de services.
au rez-de-chaussée et l'habitation aux étages. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce volet de la présentation? Oui? Oui, la présentation est très belle, l'emplacement, les aménagements, tout ça. J'aurais aimé quand on a pris plus d'expansion vers le bout de la rue Frontenac pour cacher le fameux parc vert, comme vous dites. Vous êtes peut-être gêné de le nommer la coulée de la mort. On a-t-il espoir qu'à un moment donné, qu'on va arrêter pour avoir ça en face, cette fameuse coulée de la mort qui nous blesse à toutes les fois qu'on passe là, sur les lignes. On passe à côté du kiosque, au parc. On regarde ça, on voit les salles mortuaires. On passe aux salles mortuaires, on voit la coulée de la mort vers le lac. C'est pas ça au début qui a été décidé au comité de consultation de l'Arena. C'est un petit parc commémoratif, mais j'aurais aimé voir, moi, votre beau projet, prendre l'expansion là-dessus pour qu'on oublie cette fameuse cicatrice qui blesse tout le monde. Ici, on ne veut pas vivre avec ça éternellement, avec ce fameux parc. Puis si vraiment il faut se résigner à vivre avec ça dans l'éternité, mais nommons-le vraiment parce qu'est-ce qui s'appelle le parc de la coulée de la mort. C'est ça. Ben, j'espère que ce résidentiel-là va s'expandre par-dessus pour cacher cette chose-là. C'est un très mauvais souvenir pour nous autres. J'en ai perdu des gens proches, quand même, puis on a beaucoup de citoyens. Puis on a perdu beaucoup de petits centres-villes, mais on voudrait oublier ça, cette chose-là. Allez de l'avant, s'il vous plaît. Merci. Est-ce d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Des questions? Oui? Oui, moi, c'est une question. C'est à propos des matériaux, la couleur des matériaux. C'est parce que dans ce que j'ai vu d'architecture contemporaine, là, il y a beaucoup de noir. Le noir est comme à la mode. Là, si on regarde l'édifice de la MRC, on voit qu'il y a beaucoup de noir. Est-ce qu'il va y avoir comme une restriction sur l'utilisation du noir? Parce que, disons que c'est pas une noir DOT 111, là. Ça non plus. Ce qu'on suggère, c'est une palette de matériaux. Comme vous voyez, la palette est assez vive. Oui, mais les personnes qui vont choisir, ça va être les promoteurs. Mais ils doivent choisir dans cette palette-là. En fait. On nomme pas une brique qui est spécifique avec tel code de couleur, quel numéro. Il y a quand même. En fait, il y a des teintes qui sont plus sobres, des teintes qui sont plus rougeâtres, argile, et des teintes qui sont plus beiges. Et c'est ce qu'on souhaite, en fait, qu'on ait dans ces teintes-là. Le noir, par exemple, pourrait être pour les fenêtres, des choses comme ça. On ne peut pas proscrire le noir parce qu'il faut laisser une certaine liberté, mais quand même, je dirais que la palette offre tellement de possibilités autres que le noir que je pense qu'il faut le voir dans un critère d'ensemble. Et comme vous le voyez sur les élévations, les façades, ce qu'on souhaite, c'est que ça ne soit pas tout noir. Peut-être qu'il y en a une qui est peut-être brune ou une autre qui est noire, mais dans l'ensemble, on souhaite qu'il y ait une certaine variété. Donc ça va être contrôlé au niveau des projets. Disons, la première image là, que vous nous avez présentée, il y avait beaucoup de noir sur la première photo. C'est ça qu'il y avait au tout début dans les photos d'inspiration. Puis c'est, quand on voit le bâtiment de la MRC, il y a beaucoup de noir aussi. J'ai vu des développements là, qui étaient beaucoup, qui étaient modernes, là, mais avec ces couleurs-là, gris, charcoal, vert foncé, noir. Je ne voudrais pas que le centre-ville reflète la noirceur. Je comprends très bien votre point. Vous avez donné comme beaucoup de choix, mais est-ce que les promoteurs vont choisir, ou est-ce qu'ils vont choisir dans toute la palette ou s'ils vont tous donner du noir parce que c'est à la mode ces temps-ci? Je souhaite en fait, ou j'espère qu'il y a une variété de matériaux, une variété de teintes. J'espère que c'est pas tout le monde qui va choisir la première, par exemple. On souhaite qu'il y ait une variété. Je pense que je pense que c'est un commentaire qui peut très bien être pris pour les gens à l'intérieur du comité. Mais le premier projet était noir, mais les autres étaient beige, et même celui en Suède était très varié. Donc, je comprends votre point sur le noir. Même, je vous dirais, on apprécie beaucoup le blanc et beaucoup les couleurs pâles. Donc, on souhaiterait tout en vous que ça soit dans les couleurs claires et vives. L'habillement de Jérôme ce soir n'est pas Non, mais... Madame, on a compris
compris votre commentaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres Juste questions? Une dernière chose, parce qu'on souhaiterait, là, c'est que les souhaits, c'est Mais des madame, souhaits. si vous faites construire une maison, vous allez vouloir la liberté de choisir votre revêtement. Oui. C'est difficile, je pense, pour la ville de dire, ben celui-là va être noir, celui-là va être rouge, celui-là va être Non, rose. sans choisir. Donc, il y a une certaine. Mais il y a une volonté quand même, comme Jérôme l'explique, d'avoir de la diversité, mais à l'intérieur d'un tout qui est quand même cohérent. Mais on prend bonne note, effectivement. Est-ce que la rue Millette, Frontenac et Dollard, est-ce que Frontenac va déboucher sur Laval? Et avec les lettres, est-ce que ça va sortir? Est-ce qu'on va être capable de passer droit? En fait, Dans la les plans configuration a déjà été présentée publiquement. Ce n'est pas l'objet de la présentation de ce soir. Ok. Vous pourrez peut-être demander aux élus quand on va terminer la rencontre. D'accord, merci. Quand on va être rendu à la période des questions, même au La question, OK. Période de questions à la fin, vous pourrez revenir avec votre question, s'il vous plaît. Merci. Oui, on a 2 questions là. C'est juste en complémentarité pour les matériaux suggérés. Nous sommes dans la LRC du granit. Je ne voyais pas de granit qui était possible dans les matériaux extérieurs. Est-ce que c'est un simple oubli? Ben, en fait, non, je dirais le granit peut se répercuter très bien au sol. On n'est pas obligé d'avoir le granit lisse qu'on voit comme le granit de comptoir de cuisine, par exemple, mais le granit peut très bien se répercuter au sol. Donc, en termes de jeu de texture, etc. La brique pourrait être de la pierre, mais en fait, en choisissant certains matériaux, ça permet aussi d'avoir une cohérence. Mais le granit, en fait, s'appliquerait très bien comme matériau au sol, par exemple. Au sol seulement. Ce n'est pas une prescription, c'est une suggestion que je fais comme ça, parce que c'est un matériau qui s'applique très bien à ce type d'usage-là. Oui, monsieur Passard. Sur le plan d'ensemble, on voit que c'est tous des semi-détachés, sauf une unité où c'est 3. Est-ce qu'il y aurait eu possibilité d'avoir que des semi-détachés? Les deux, les jumelés, oui. En fait, ça aurait été un terrain qui aurait été très, très, très grand si on l'avait laissé à juste 2 unités, celui-là. Et cette parcelle-là, qui en a 3, une troisième de plus, permet d'achever la densité aussi voulue. Et aussi, je vous dirais, ce serait sans doute celui que moi je choisirais parce que c'est celui-là où est-ce qu'on a le plus grand ensoleillement parce qu'on est détaché à cause de la servitude d'Hydro-Québec, où est-ce qu'on peut avoir une perspective encore plus loin sur le lac, les montagnes et tout ça. Donc, c'était aussi pour achever une densité demandée. Les toits verts sont possibles. Les toits verts sont effectivement possibles, même encouragés. Je dirais qu'il n'y aurait rien de mieux pour réduire les îlots de chaleur. Ce n'est pas nécessairement un problème ici, mais quand même, je trouve qu'il y a un bel écho à faire entre le parc, ça monte sur le toit, etc. Puis même, j'ai passé vite sur ce point-là pour abréger un peu la présentation, mais dans le document écrit qui est en exemple, vous verrez que le toit peut être accessible aussi. Donc, il pourrait avoir une portion verte, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Oui. Dans le rond-point, là, il y a un petit bout de rue que tu expliquais tout à l'heure. Oui. Ça, est-ce que c'est une rue qui appartient à la municipalité ou aux résidents, les 4-5 maisons qui sont là? Ça, c'est un point qui est à discuter. En fait, il y a certaines modalités qui restent à préciser pour dire que c'est un projet. L'adoption est prévue plus tard au mois de juin. Et d'ici là, il y a certains éléments que les élus vont évaluer puis en fait vont devoir décider de trancher. Mais c'est pas coulé dans le béton. En fait, il n'y a pas de décision qui a été prise par rapport à ce volet. Monsieur, on voit une alternance de toit plat, de toit en pente, mais la préférence va vers le toit plat ou une alternance des toits plats versus des toits en pente. Ou si quelqu'un veut construire avec un toit plat, vous pouvez nous dire non, toi, jusqu'à tu te situes, tu vas te taper un toit en pente. Non, je dirais que c'est laissé libre, mais c'est précisé dans le document qu'on cherche une certaine variété. On cherche aussi de prendre en considération tous les gens qui habitent dans cette parcelle-là. Donc, d'où l'intention de favoriser tout le monde, la lumière, etc. Favoriser aussi que toutes les terrasses sont alignées pour créer des vues pour tout le monde. Donc, on ne souhaiterait pas où est-ce qu'il y ait un appendice ou quelque chose qui apparaît sur le toit pour boucher la vue de quelqu'un
ou d'un auvent qui fait boucher la vue de quelqu'un en arrière. Donc, ce qu'on souhaite, puis c'est écrit, c'est qu'il y a une certaine cohérence, puis une pensée collective à cet égard-là. Il y a l'option toit plat ou toit en pente. Et le toit en pente, je n'ai pas mentionné, mais il peut être latéral, comme vous avez vu, mais il peut être en avant, en arrière aussi. Donc, il y a beaucoup de flexibilité. Puis je dirais que ce serait à l'architecte qui travaille sur le projet d'offrir ou de proposer, de suggérer, je dirais, quelque chose qui offre une variété. Mais il y a ces deux options. On n'a pas eu les préférés. Je vous dirais, en fait, les deux ont des qualités. Le toit plat permet d'avoir des toits plus hauts, les toits en pente viennent chercher de la lumière plus haut. En fait, ça dépend vraiment des goûts personnels. Mais il y a une hauteur maximum. Il y a une hauteur maximum. Là où en pente. De fait, c'est la hauteur maximum. C'est la hauteur maximum et elle a été pensée dans les deux scénarios. Autant plat ou en pente. La portion mitoyenne, c'est un niveau seulement. Il y a une hauteur maximale aussi qui est accordée à ce niveau-là pour ne pas bloquer les vues, comme je l'ai expliqué. Vous avez une question? On parle beaucoup d'énergie verte aujourd'hui, environnement, etc. Ça m'a été parlé aussi dans les consultations populaires. Au point de vue énergie renouvelable, vous prévoyez des fois qu'il y en a qui auraient le goût de s'installer des panneaux solaires sur le toit ou en pente ou quoi? Ils vont-ils avoir le droit ou quoi? Au cas que... Mais je pense que dans ce cas-là, ça serait de choisir, opter pour l'option toit en pente et d'incliner l'angle pour que ce soit le plus possible pour l'angle qui est recommandé pour les panneaux solaires. Et même, je dirais que ce serait orienté vers l'ouest seulement, les toits en pente. Parce qu'il ne faut pas bloquer le soleil de tout le monde, il est seulement d'un niveau permis, d'un sens permis, pour que la lumière rentre aux terrasses de chacun. Donc, ce serait d'avoir ces toits, ces dispositifs solaires alignés sur le toit, donc le moins visible possible. Sinon, en termes de toits plats, ils sont sur le toit, mais on peut monter le parapet un peu plus haut pour les cacher, etc. Donc, effectivement, on l'encourage dans un développement durable. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Oui. Sur les façades, ça avait pas couleur, mettons, d'être un mur avec des trous pour les fenêtres. Est-ce qu'il va y avoir possibilité, mettons, de rajouter des choses à l'avant, comme, je sais pas, tu sais, des fois, il y en a qui voudraient se rajouter comme des volets, des choses comme ça, tu sais, pour que ça rajoute un peu du relief à tout ça, plutôt que ça ait juste avec un mur, avec une vitre. Peut-être que vous répétez la question. Ah. Pour les façades, Madame dit, ça a l'air d'être assez uniforme. Des façades avec des fenêtres, et il n'y a pas beaucoup de relief. Est-ce qu'il y a moyen d'ajouter du relief comme des persiennes ou certains éléments ornementaux? En fait, je dirais, dans cette idée-là, où est-ce qu'on a créé un volume principal sur 2 niveaux avec le volume mitoyen qui est en retrait, ça crée déjà assez de relief. Aussi, le matériau va créer un certain relief. Et aussi, je dirais qu'il ne faut pas oublier la rue non plus, qui, elle, dans son ensemble, crée un relief. Donc, je dirais, les volets ne sont pas prescrits, mais je dirais, ce qui est encouragé, c'est d'avoir, je dirais, le moins de choses qui alourdissent la façade possible pour éviter un peu, excusez-moi l'expression, mais l'effet pizza. Donc, adresse, là, sur. En fait, c'est pour ça cette idée de cohérence de développement, mais que chacun a sa personnalité, par son choix de matériaux, par son choix aussi de mitoyenneté, parce qu'on peut décider, comme je disais, le garage là, le garage simple, l'espace de vie, etc. Donc, tout ça crée un relief. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une possibilité de terrasse devant la façade, qui crée un autre relief, un garde-corps, etc. Ça fait beaucoup de relief au final. Oui, il y a une question ici. Question technique. On parlait du développement durable et de maximiser l'effet naturel. Est-ce qu'on a évalué la possibilité d'avoir une unité de géothermie centrale pour éviter les climatiseurs qui vont, bien sûr, étouffer la pollution sonore qu'on va avoir aux alentours si on veut vraiment se rapprocher du lac et vraiment avoir cette quiétude dans un centre-ville comme on trouve nulle part ailleurs au Québec? Est-ce qu'on a évalué cette portion-là? Bien, je dirais que l'avantage de faire des jumelés ou des maisons arrangées permettrait ce mise en commun-là. Il y a l'effet aussi collectif qui fait, oui, par projet, qui permettrait ça. Je trouve que c'est l'avantage, comme je disais, du collectif et
les avantages de la maison individuelle aussi qui sont réunis. Là. Je pense qu'il n'y a rien qui ferme à ces opportunités-là, effectivement. Le gaz naturel passe-t-il dans l'Atlantique? Non. Non. As-tu une raison pour laquelle les structures sont à ce point-là géométriques, rectangulaires, carrées, en pente? Il me semble que, peut-être un commentaire bien personnel, mais je trouve que c'est square pas mal. Une nouvelle tendance architecturale quelconque? Ben, je dirais, si je recule très loin dans l'histoire de l'architecture, c'est dans les années 30-50 où est-ce qu'il y a l'époque moderne qui est apparue. Et aussi, avec le style international, qui s'est développé en Californie, tout ça, qui s'est développé en Allemagne aussi. Et en fait, ce style-là qu'on voit aujourd'hui, en fait, il date de très longtemps. Là. Donc, je dirais pas que c'est une ère d'aujourd'hui. Je dirais qu'on construit de façon contemporaine, donc qui est aussi, plutôt qu'avoir un toit en pente où est-ce qu'on n'utilise pas, que c'est juste un comble ou un grenier. Donc, avec un toit en pente comme ça nous permet d'utiliser l'espace ou de vivre l'espace. Un toit plat aussi permet d'utiliser la toiture comme terrasse. Donc, tout ça, c'est en termes pour offrir plus de qualité aux gens. Donc, je dirais, c'est pas plus carré qu'ailleurs. C'est vraiment... si on refile dans l'histoire de l'architecture, on réinvente pas la roue, je dirais. Si je peux continuer mon commentaire, je dirais, si on poserait la question sur 100 personnes, je serais curieux de savoir combien de personnes aiment ce genre d'architecture. Je peux vous dire qu'en fait, nous, on a travaillé beaucoup l'implantation, on a donné les lignes directrices. On s'est attardé à la façade, mais chacun est libre de déterminer sa façade. Chacun est libre de la concevoir, ses façades, de concevoir l'intérieur de la maison. Donc, on a laissé beaucoup de flexibilité là. Nous, notre mandat, en termes d'orientation architecturale, pour la cohérence totale, mais cette image-là ne représente pas ce qu'il va y avoir dans la rue. Certains vont décider d'avoir une fenestration qui est plus généreuse, donc d'autres moins généreuses. Et aussi, il faut imaginer tout l'ensemble, sans jamais juste isoler une maison, mais la variété que tous les propriétaires vont faire avec leur propre résidence, ça va avoir une richesse au total, au final. Mais par contre, quelqu'un qui arriverait avec une idée, par exemple, d'une maison avec une toiture mansarde, par exemple, j'ai bien l'impression que ça ne passera pas. La toiture mansarde, non, c'est un développement de fabrication ou je dirais de traitement contemporain. Il y a de l'autre côté de l'espace vert plusieurs terrains disponibles pour ce genre de construction, plus fidèle au style de l'Écosse, où les toitures en mansarde étaient plus légers. Non, sur le boulevard des Vétérans, en allant plus vers le nord. Il y a plusieurs terrains disponibles. Il y a plus large de terrain sur cette partie-là que celle-ci. C'est simplement une opportunité. Là, je vous mentionne juste pour dire qu'il y a cette option-là qui existe quand même. Entre le lac et le boulevard. Entre le parc qui sera prévu. Entre le parc d'Urbain et les rues Kelly. Ici, on est sur le boulevard des Vétérans. Quand ce secteur finit, on va en haut de la carte, où il y a le parc projeté. Et de l'autre côté du parc projeté, il y a quand même un bon espace pour d'autres types d'habitations. Oui. Oui, est-ce que ces structures-là sont des structures, des ossature d'acier avec le moins de déchets possible, ou bien si c'est de la construction normale, charpente de bois? En fait, ça serait libre à chaque propriétaire. Je dirais, charpente de bois est possible parce que maintenant, avec des poutrelles de plancher, on peut très bien faire d'un bout à l'autre d'un mur puis avoir le plan à l'intérieur complètement libre, sans colonne, sans mur porteur. Ça peut être en acier aussi. C'est plus coûteux. Je pense que le bois pourrait très bien faire le travail en termes de structure pour ce type de défi structural-là. Est-ce que quelqu'un peut construire sans fondation, c'est-à-dire en même le sol, pas de cave, ou bien si c'est obligatoire d'avoir des sous-sols? Non, ça c'est à la discrétion de chacun. Quelqu'un qui voudrait agrandir son pied carré pourrait faire un sous-sol, bien entendu. Puis sinon, d'un budget plus restreint, pourrait faire dalle sur sol ou même sur pilotis, pourquoi pas. Là.
on fait un projet avec un certain style. Est-ce qu'on a prévu un règlement pour les remises? Est-ce que les remises vont venir tout gâcher ce décor-là? Si les remises devront s'harmoniser avec... Les remises devront s'harmoniser parce qu'il y a une portion, je dirais, à la fin de chaque section qui prend en compte les aménagements paysagers autour et qui prend en compte aussi de l'éclairage, que je n'ai pas parlé parce que je ne l'ai pas non plus, ça devient trop lourd comme présentation, mais il y a toute la portion ici, équipement, aménagement paysager, mise en lumière, avec quand même beaucoup de points qui donnent les lignes directrices. Merci. Oui. Je ne sais pas si vous avez la réponse, là, mais au nord de Frontenac, il y a un autre développement résidentiel éventuellement prévu. Au nord ou à l'est? Je ne sais pas, la page 9, là. À l'est, oui. Du côté, en fait, si on monte la rue Frontenac du côté droit, je pense pas qu'on le voit là-dessus. Au début, c'est la page 9. Entre Frontenac et l'autre partie jaune. Quelle est l'idée, peut-être pas précis encore à ce moment-ci, mais c'est quoi l'idée derrière? C'est encore La réflexion sur cette partie-là n'est pas faite, très honnêtement. Il y a différentes hypothèses, mais la réflexion n'est pas faite. Autre question. Oui. La nappe phréatique est à quelle élévation par rapport à Elle est haute. Elle est haute, oui. par rapport au niveau de la rue Frontenac, la rue Scoubal, je ne sais pas, quelqu'un a des compétences sur cette question? Mais les données existent, elles sont à la ville, donc les services techniques pourraient vous les fournir, on les a pas maintenant. OK. Est-ce que ça va? Oui. D'autres commentaires, questions? Non? Stéphane, j'aimerais juste, avant qu'on poursuive le reste, faire une petite précision. C'est pas de la faute à Jérôme, il travaille pour plusieurs municipalités. À Lac-Mégantic, on a un règlement, on ne peut pas faire une nouvelle construction sur Pieux ici, ou sur Pilotis. Parfait, merci beaucoup. Merci, Jérôme.